Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique. Nous sommes ce matin chez Yannick Lepesquer et nous allons traiter pour ce café débat de l'IA. L'IA, c'est une chose dont on entend beaucoup parler depuis quelques mois et puis bientôt un an en fin de compte. Ça a une vraie place dans les médias et sur la place publique, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui est étudié depuis très longtemps et qui est mis en place depuis 3 4 ans. Et aujourd'hui, vu les nombreuses questions qui se posent, je me suis dit que ce serait intéressant de démystifier, d'apaiser le débat et de vraiment se poser la question, est-ce que l'IA va détruire nos emplois? Qu'est-ce que l'IA va soit nous apporter ou nous retirer? Comment ça marche? Et quelles sont à l'heure actuelle les implications de l'IA dans notre vie, aussi bien professionnelle que personnelle, et comment l'IA peut évoluer? Donc avec moi, j'ai donc Yannick Lepesquer. Yannick, Bonjour. bonjour. Donc, tu es expert du web et en communication. Effectivement, Voilà. ma spécialité justement, c'est d'apporter aux entreprises des solutions de visibilité, et notamment la spécialité de réseau et d'élaboration de sites internet, que ce soit vitrine ou e-commerce. D'accord. J'ai aussi avec moi Joël Guéguin. Bonjour Joël. Bonjour. Donc toi, tu es... alors, vas-y, décris-moi parce que c'est... Oui, c'est assez 360 degrés. Donc moi, en fait, je suis le gérant de l'agence Dream on Tech. Donc aujourd'hui, on chapeaute exactement sur 24 services qui vont de la tech à la com, à la recherche, au développement et dans les sciences. Donc on fait beaucoup de R&D dans notre pôle, justement, qui est lié à l'innovation. Donc j'ai pas mal de choses à dire dessus, sachant que j'échange beaucoup avec des experts qui sont vraiment dans l'IA et dans tout ce qui est R&D concernant aujourd'hui la souveraineté numérique. Bonjour Isabelle. Bonjour Donc Alexandre. Isabelle, tu es graphiste. Oui, Et toi, donc tu es non utilisatrice d'IA jusqu'à maintenant. oui, tout à fait. Et nous allons en parler. Donc, Bien sûr, oui, oui, non, mais je suis ouverte d'esprit, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas complètement pour. non, mais on en parlera effectivement. C'est Ayant un un métier, grand débat, hein. ayant un métier créatif moi-même, base d'image un peu comme toi, de Tout à toute fait. façon, qu'il faut savoir raison garder. Donc comment est-ce qu'on Mm, peut utiliser l'IA? C'est un sujet qu'on va voilà, aborder. tout à fait. Mais je pense qu'avant tout, ce qu'il faut commencer par faire vis-à-vis de l'IA, c'est expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'images d'épinal sur comment est-ce que c'est l'IA, comment est-ce qu'on peut l'imaginer. L'IA, quelque part, c'est un programme informatique et il fonctionne comment? Je pense que tu as fait, tu as fait des recherches, Yannick? Oui, complètement, parce que de toute façon, là, pour l'instant, c'est un sujet tellement puissant qu'il est nécessaire de s'y intéresser. Mm, Il faut comprendre que l'intelligence artificielle, parce que c'est ça l'IA, Mm. hein, c'est un outil, c'est un simple outil, mais qui s'appuie effectivement sur des modèles mathématiques, hein. D'accord. Cette capacité justement d'analyser et d'interpréter en fait un volume de données qui est plus ou moins conséquent. Euh, Avec cette interprétation, pourquoi? Qui permet derrière d'apporter des solutions, alors soit ce qu'on appelle les solutions prédictives, Mm. c'est-à-dire il va prédire des événements futurs ou ce qu'on appelle des variables inconnues. Variables inconnues, c'est-à-dire des réponses qui peuvent surprendre quelquefois. Oui. C'est-à-dire que la capacité à l'homme, à l'humain, pas à l'homme, à l'humain, c'est de s'appuyer quand il est dans son intelligence, c'est d'associer en fait différentes données, un certain volume de données, mais on a une limite en fait dans cette capacité d'associer en fait les données. L'IA, en fonction du volume d'informations qui sont à sa disposition, eh bien va apporter des solutions peut-être différentes ou proposer des choses un peu qui permet à l'humain de se diriger vers de nouveaux et de nouvelles solutions, mais encore faut-il avoir posé la bonne question. D'accord. Voilà. Donc on est sur quelque chose qui est donc un modèle mathématique. Oui, c'est ce qu'on appelle les modèles statistiques. Des modèles statistiques, ce sont des modèles mathématiques qui permettent justement comme je le disais, de faire des associations et de proposer des solutions en fonction de ce qu'ils retrouvent comme information. Mais à la base, de toute façon, il faut une base de données, quoi qu'il en soit, Qu'il en soit. de toute façon. Et des algorithmes pour traiter les informations. Voilà, et des algorithmes. En fait, l'IA, je crois, il me semble, si j'ai bien, pourquoi je dis je crois, j'en suis sûr, c'est que non, l'IA va utiliser les algorithmes, parce que les algorithmes, en fait, c'est des bouts de programme, des solutions qui permettent de faire des tâches répétitives. Mm. Donc, il va utiliser des algorithmes pour aller chercher des données,
pour justement donner substance à l'IA pour apporter des solutions. Alors bien sûr, la base de données, par exemple, beaucoup de gens connaissent ChatGPT, bien sûr. ChatGPT, lui, va avoir une base de données, mais très locale, et qui va s'arrêter en 2021. C'est des données, en fait, c'est comme ça qu'il a fonctionné. 2023. C'est la base de référence. La base de données s'est arrêtée à 2021. Il suffit de lui poser la question. Il va vous répondre. D'accord. Voilà. Or, après, on peut imaginer aller beaucoup plus loin que ça. L'IA pourrait s'appuyer sur la donnée web. La donnée web, c'est la donnée qui est à disposition pour tous, et toutes ces informations sont intéressantes pour pouvoir justement apporter des réponses assez décalées et novatrices. C'est ça qui est vraiment la particularité. Parce que quand on voit le volume d'informations, on est dans les Google. Oui, complètement. Ça, c'est pléthorique. Non, mais Google, c'est un volume. C'est une entité. Non, mais c'est pour le parsec. C'est une unité de mesure, la Google. Quasiment. Ouais. À l'échelle de l'univers, si on pouvait prendre par exemple ce genre d'échelle, nous humains, nous sommes la planète Terre, et Google, c'est la Voie lactée. Bien sûr. Mais aussi, Ça veut tout dire. et c'est là où il y a des menaces et opportunités. On en parlait. On en parlera un peu plus tard. Ouais. Le web profond. Ouais. C'est-à-dire là, mais là on n'a pas accès puisque c'est plus je dirais les services américains, etc., qui ont accès justement à des données qui ne sont pas accessibles. Et avec de l'IA, là, ça commence à devenir assez particulier dans le. Alors, si toutefois c'est dans la protection du vivant, c'est très bien. Si ça ne l'est pas, on voit bien ce qui se passe actuellement entre la Russie, la Chine, les États-Unis. C'est un gros combat où je pense qu'il y a quand même de l'IA derrière, beaucoup. Ça commence à devenir un peu plus compliqué. Ouais. Donc, ce qu'on peut retenir pour l'instant, en réalité, c'est que l'IA, c'est un outil, et que cet outil, il est donc utilisé par l'homme. L'IA n'a pas de vie en soi, quelque part. Bien sûr. Ça, c'est déjà ce n'est pas vivant. C'est pas vivant. Et ça, c'est déjà posé. Ce n'est pas vivant et ce n'est pas dans l'émotion. Enfin, il manque. Non, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de. C'est il y a pas ce qui. Voilà, c'est froid. C'est pas. Il y a pas l'humanité. Oui. Il n'y a pas d'humanité. Donc, on y viendra aussi parce qu'effectivement, comme tu le disais, donc ChatGPT dispose de sa propre base dans laquelle elle pioche ses informations. Après, il y aura peut-être une ouverture au web et il y a effectivement un grand bien, c'est-à-dire que ça va brasser beaucoup plus d'informations. Mais il va y avoir aussi un problème de tri à faire, puisque sur le web, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, il y traîne de l'information pertinente, comme de l'information qui n'est pas de l'information, qui sont des choses fausses. On peut parler, et y aller tout de suite, de complotisme ou de théories farfelues. Parlons tout de suite de Terre plate. Ces genres de choses-là vont aussi, quand on ouvre certaines bases de données à ce genre de choses, ChatGPT pourrait, lui, fait-il la différence, une IA fera-t-elle la différence entre l'info vraie et l'intox? Et là, il y a un vrai débat. Et là, pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture à cette base-là, il me semble. Il y a des gens qui se servent de ChatGPT pour faire des fausses informations. Déjà, complètement, ouais. avec des images qui sont trafiquées, qui sont antidatées, Le deepfake et les fake news. Mid-journée, ouais. Voilà, ça existe. Voilà. Ça existe. À une moindre échelle peut-être. Mais en opportunité, en fait, là, je voulais lui en parler à la fin, mais c'est pas grave. Parce que personnellement, j'utilise l'IA. On pourrait justement, vous voulez en parler à la fin, mais actuellement, l'IA est déjà utilisée. Elle est déjà utilisée, donc dans quel métier elle est utilisée et comment? Si vous avez des infos, moi, par exemple, je peux parler en termes techniques. Dernièrement, Sony a sorti un appareil photo, l'A7R5, et l'A7R5 a un autofocus avec une IA qui permet de reconnaître un humain, un oiseau, un chien, et qui permet d'avoir un autofocus extrêmement rapide et extrêmement précis. Donc on a de l'assistance IA dans un appareil photo. On est d'accord que pour ça, l'IA, c'est formidable. Par contre, il y a des... voilà, je vais m'arrêter là. L'IA, c'est bien dans ce cadre-là. Donc on a émis de journée qui permet de générer des images. Je vais revenir à ton sujet, justement avec l'appareil photo.
Moi, j'utilisais le Huawei Pro Oui. 20, 30, je ne sais plus. Il était tellement puissant, parce qu'en qualité photographique, qui intégrait justement de l'IA dans son système d'exploitation, il est tellement puissant cet outil que même les GAFAM, là, ça a été un vent debout. Ils ont mis Huawei en plus, bon, bien sûr, du suivi et de l'analyse et de la compréhension et de la surveillance. Surveillance. De la surveillance de la personne. Le protectionnisme américain. Voilà, les GAFAM ont dit non, c'est pas possible que un outil comme ça soit en dehors de chez nous, et ils ont interdit l'utilisation de Huawei. Après, les Chinois aussi. Voilà. La Chine et on est bien d'accord. Voilà. Oui, mais au même titre que les Américains, je dirais. Et au même titre que parce les que Russes. tu retrouves dans les derniers ordinateurs d'Apple, la puce M1, elle a une puce neuronale, ils appellent ça la puce neuronale, c'est ni plus ni moins qu'une puce dédiée à l'intelligence artificielle. Google Pixel aussi. Le Google Pixel. Je pense pas que la problématique n'est pas de l'IA utilisée dans l'outil. Là, c'est vraiment la surveillance que font allègrement tous les outils américains. Apple, en surveillant de la personne, voilà. Je parlais de complotisme, mais faut être très clair. À un moment donné, l'espionnage et le contre-espionnage, ça nous dépasse. Et voilà, on est bien d'accord. Ouais. À notre niveau, oui. Ah oui, à notre niveau. Littéralement, là. Et si vous voulez, ce n'est pas eux l'intérêt, ce n'est pas la personne qui fait telle ou telle chose. Attention, voilà, qu'est-ce que vous avez dans votre garde-manger? Ah, vous mangez trop gras, madame ou monsieur. Vous allez recevoir une augmentation de votre facture d'assurance parce que vous êtes une personne à risque. Non, c'est pas ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est plutôt la compréhension d'un volume de personnes. C'est les volumes de personnes. En fait, c'est un groupe ou un État, comment il fonctionne. Et ça, c'est intéressant. C'est une menace. Ça fait partie des menaces. Ça fait partie des menaces, oui. L'utilisation de l'IA. De toute façon, à la base, on retrouve pour l'instant, ce que j'entends au niveau menace, c'est véritablement l'utilisation de l'IA par des humains mal intentionnés. Voilà. C'est pour l'instant ce que je déduis de l'IA, c'est on peut l'utiliser bien, intelligemment, mais quand on a de mauvaises intentions, on peut très bien s'en servir pour faire de mauvaises choses. Il y a 2 exemples assez rapides que je peux donner. C'est que, par exemple, il y a une application qui s'appelle Magic Frigo, qui est en fait très connue, qui permet en fait d'éviter le gaspillage par rapport aux aliments que l'on a directement au sein de son frigo. Et en fait, il y a une start-up canadienne qui est en train de travailler pour développer une IA qui permettra facilement, un peu comme dans certaines cantines en France, où en fait, en passant tout simplement sous un scanner, ça détecte directement le plat, ça détecte directement les calories, tout ce qu'il y a derrière, et ça permet aussi du coup d'aider avec Magic Frigo par rapport à si j'ai des pommes de terre, j'ai des restants de betterave rouge, j'ai des carottes, j'ai un steak, etc. Ça me fait des recettes automatiquement par rapport à ce que j'ai directement au sein du frigo. Sauf que là, il faut rentrer manuellement. Ouais. Alors que là, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils puissent détecter facilement, c'est-à-dire qu'il y aura des bacs de rangement. Donc je vais mettre tout ce qui est viande rouge, tout ce qui est viande blanche, etc. Et que derrière, ça me dit voilà ce que tu peux manger, etc. Attention, date de péremption tel jour, etc. Ça évite quand même le gaspillage. Et beaucoup de gens disent au début c'était bizarre, mais ils se disent finalement c'est pas une si mauvaise idée que ça. Sachant que le tarif va être intéressant parce que des frigos qui seront carrément câblés à ça, notamment les frigos Samsung, LG, etc. Où voilà, il y aura un pack complètement intéressant. Ça on peut dire ok c'est bien. Maintenant, on va tous sur des marketplaces comme Amazon, Cdiscount, etc. À un moment donné, on se dit, tiens, on va peut-être faire un achat. Là, il y a des choses où quand on veut réserver en vol. L'IA, en fait, fait de l'analyse prédictive de l'information. Il regarde tout ce qui est statistique, comme le disait justement mon voisin. Mon copain Yannick. J'ai Yannick, oui, comme le disait Yannick. Et derrière, là, c'est un peu malsain. C'est-à-dire, ils vont beaucoup jouer sur le moment où les gens vont acheter, le moment où les tarifs vont régresser dans la nuit, où ils savent normalement les gens ils dorment la plupart du temps, et que les tarifs vont remonter, etc. Donc là, on est vraiment dans l'IA qui est un peu, voilà, on essaie de faire du chiffre derrière, on essaye de berner les gens, on essaye un petit peu, ils le savent, beaucoup de gens le savent, mais derrière, bon, voilà, à un moment donné, je dois réserver mon train, quoi. À un moment donné, je dois réserver en vol. Et rien ne me dit que demain, si j'attends, le tarif sera moins cher ou plus cher. Et là, on peut pas deviner. Et du coup, on fait avec. Et ça, c'est un peu, ça dérange pas mal de personnes. Donc là, on est dans l'analyse comportementale via IA. Voilà. Oui, effectivement.
Et d'ailleurs, les analyses en fonction, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'intelligence artificielle a besoin d'identifier identifier les modèles statistiques que l'on va utiliser. Ouais. Alors j'en ai noté quelques-unes, j'ai Vas-y. demandé à ChatGPT parce que ça c'est quand même des choses assez Ordinaire. assez complexes. J'en ai quelques-unes générées par IA. Exactement, il suffit de poser les questions, tu vois. Mais la bonne question pour avoir la bonne réponse. Question, oui. Donc, modèle statistique, par exemple, alors il y a des termes très techniques, hein, régression logistique, régression linéaire, analyse de variance. Alors, ça commence à devenir un peu Ok. très mathématique. Il y a un que j'aime bien, c'est le modèle de survie. C'est une Modèle de survie. oui, un modèle mathématique qui analyse le contexte et d'un temps qui jusqu'à la déférence d'un système ou d'un patient. C'est très utilisé dans l'univers médical, par exemple. Ah, Oui, d'accord. tout à fait. Et il y en a un aussi que tout le monde connaît, pour dire que tu disais que l'IA date de très longtemps. Il existe, C'est vrai. Il existe déjà. Hein. Vous connaissez, est-ce que vous connaissez Whooper? Whooper. Alors, ouais. Moi, ça m'évoque le sandwich. Ouais, regarde. Ça c'est du web. Mais non, non, En fait, Ça ce tombe n'est bien. pas, concurrent de McDo. et ce n'est pas un hamburger. Voilà, c'est pas Ce un n'est hamburger. Non, J'imagine Whooper, bien en que c'est- fait, c'est l'IA que l'on retrouve dans War Games, le film de 1983, où Oui. dans l'histoire, c'est un jeune qui a failli déclencher une guerre nucléaire parce qu'il a piraté un serveur. Ça peut être intéressant dans cette réflexion. Et Pirater le serveur, il je sais pas. croyait être dans un jeu vidéo. Or, Si, ouais. c'est une IA qui déclenchait justement l'arme nucléaire. Et à la finalité du film, et là, on va parler du comment on appelle ça, comment ça s'appelle, machine learning, c'est-à-dire Ouais. l'apprentissage. C'est-à-dire que en fait, il n'y a pas de guerre nucléaire parce que en jouant au morpion contre lui-même, l'IA a découvert que, au même titre que le nucléaire, il n'y a pas de gagnant. Donc il arrête et voilà, c'était le côté intéressant. Donc tu vois, ça Oui. date de très vieux l'IA. On ne sait pas tout. D'ailleurs. Oh non. Comment les modes, enfin, la micro-informatique, on sait qu'elle est née grâce à Apple avec son tout premier ordinateur Apple. C'était la micro-informatique, le personal computer, le PC, chez soi, qui a dans une petite boîte et qui est à peu près rangeable quelque part, parce que sinon les ordinateurs, c'est les années 60 avec l'IBM. Un film très intéressant à voir sur ce sujet, c'est Les Figures de l'ombre, où ils installent un IBM à la NASA. Il faut voir la gueule de l'ordinateur initialement, quand vous savez qu'aujourd'hui, cet ordinateur-là, il est même pas aussi puissant que ça. Oui, et le premier qui a inventé un ordinateur, Ouais. c'était en 1940, c'est un autiste Asperger qui a créé en fait un ordinateur et qui a craqué le système Enigma. Alan Turing. Voilà, exactement. Alan Turing, qui a d'ailleurs inventé, on lui doit d'ailleurs une prédiction quelque part sur l'intelligence artificielle, qui est celle de si à un moment donné je discute avec quelqu'un et je ne suis pas capable de dire si c'est un humain ou un ordinateur et qu'il s'agit d'un ordinateur, alors il s'agit d'une réelle intelligence artificielle. Il avait prophétisé ça dans les années 40. C'est fou. Ça date déjà. Ça date, hein. Pareil, il y a un super film à voir avec lui, sur Alan Turing. Mais oui, quelque part, l'intelligence artificielle, les ordinateurs, c'est craquer la machine Enigma. Je ne sais plus comment il s'appelait. Il avait un nom, son dispositif. Alan Turing. Par contre, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est qu'il a créé ça. Je ne crois pas que le transistor avait été créé. Non. Et le transistor est la clé en fait de la miniaturisation et des outils informatiques hyper puissants. Sans transistor, c'est quelque chose qui n'aurait jamais pu se faire. Et lui, avec des relais, des rouages, etc., il a créé quelque chose de fantastique. Parce qu'il fallait craquer une machine qui était mécanique. Le principe d'Enigma, c'était que les messages étaient tapés tous les jours sur une machine et il y avait un code. Un code clé tous les jours, un code clé 24 heures. Et ce qui a perdu les Allemands, ce qui a perdu les Allemands, c'est qu'ils finissaient tous les messages par exactement le même mot. Et grâce à ça, ils pouvaient décrypter le codage de la machine. Et la puissance de la machine d'Alan Turing, c'était qu'elle pouvait traiter l'information plus vite que plusieurs centaines de personnes. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, dans l'heure, casser le code et donc décrypter tous les messages de la journée, puisque Enigma, les codages changeaient tous les jours. Et c'est ce qui a fait qu'en Angleterre, ils ont tenu le coup contre les Allemands, littéralement. Enfin, la Grande-Bretagne a tenu grâce. On lui doit beaucoup de choses. Oh là là. Tellement, Alan Turing, tellement. Et d'ailleurs, c'est pour moi la vision de l'IA, c'est de faire grandir en fait l'humanité.
C'est un outil C'est qui nous d'apporter fait des grandir. connaissances, c'est pour que ce soit Exactement. accessible à tous. En fait, Oui. c'est toujours le même principe. Mais c'est Voilà, là de où ça transmettre. devient compliqué. C'est-à-dire, dans la souveraineté numérique, c'est toujours le même problème, c'est qui va avoir accès aux informations. Voilà. Les gens qui n'auront pas accès sont fortement défavorisés. Mm. Je pense à certains pays forcément, ceux qui sont totalement contre. Comme je le dis, ceux qui sont contre, c'est aller à l'encontre de l'avancée technologique. Et derrière, c'est déjà se tirer au moins 3 balles de Kalachnikov dans chaque pied, quoi. Donc à un moment donné, enfin voilà, ça fait un peu mal, mais voilà, c'est compliqué aujourd'hui de dire non, sachant que, enfin, c'est comme l'avancée numérique. Il y a des gens qui étaient contre. Le numérique, il va pas vous attendre, quoi. Non. À un moment donné, il va prendre son envol, et si après il y a une fracture complètement numérique que je vois dans certaines entreprises qui ont besoin de se développer, et qui se disent waouh, je savais pas qu'en 5 ans ça allait aller aussi vite. J'ai dit bah encore rien vu. Voilà, ce n'est que le début, c'est que les prémices, et c'est très compliqué. Donc c'est vrai que pour moi c'est ça le vrai problème, c'est la souveraineté numérique et de la data, vraiment de la donnée. Et quand il y a des pays qui n'ont pas accès à certaines informations, bah ils sont facilement influençables, sont facilement manipulables. On peut leur dire plein de choses. Ils peuvent ne pas savoir c'est quoi un deepfake. Ils peuvent voir Macron qui parle alors que c'est complètement fake. Ils vont dire oh il a dit ça machin, ça fait le tour, et puis c'est très compliqué. Pour moi c'est là où il faut avoir un cadre. Et justement il y a pas longtemps le PDG de OpenAI, du coup, qui a créé du coup ChatGPT, a été reçu à l'Élysée. J'ai regardé l'interview avec Macron. Elon Musk est arrivé aussi pour Twitter, et ils essayent de voir le contexte RGPD, parce qu'au côté États-Unis, ça les passe un peu au-dessus de leur tête. Voilà, ils ont dit c'est bien ce que vous faites, mais ici on est en Europe, on aimerait bien que voilà, il y a certaines lois à respecter, machin, etc. C'était pas assez évident, c'était assez tendu. Ils ont dit ok, on va voir ce qu'on peut faire. Après, il a demandé aussi des investissements en France, etc. Parce que voilà, c'est comme des gens très influents aujourd'hui. Mais ça se voit que quand il faut les mettre dans un moule, eux-mêmes se disent Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pour moi, c'est quelqu'un qui a une immense idée, c'est TruthGPT, qui est en version bêta aujourd'hui. Et en fait, justement, il se dit les sources que l'on a, c'est pas, enfin aujourd'hui on peut pas savoir d'où ça sort. Et aujourd'hui il a lancé TruthGPT qui est en version bêta, donc qui est pas encore utilisable, qui va bientôt se lancer normalement. Il a dit avant septembre, quelque chose de vraiment. C'est rapide en fait. Oui, c'est très rapide. Et derrière il veut vraiment, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui va apparaître, ça va citer la source. Ah. Ah, ça va c'est bien. citer la source. Alors ça va. Et ça, c'est une idée de folie, parce que c'est ça qui manque. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens, ils savent pas que quand il y a des informations qui remontent, que ce soit dans un blog, dans un forum, dans un site, ou peu importe la plateforme, il y a le SEO qui est derrière. Et donc, par rapport au SEO qui est lié derrière le référencement web, ça fait que on trouve ça un peu sectaire, parce que ça cite pas les sources, et en même temps, ils peuvent très bien se dire bon, on va faire un petit bloc là de gens peut-être que voilà on apprécie bien, etc. On va les faire remonter les infos par rapport à leur site. Donc derrière, ça veut dire que les gens savent pas que le SEO, en fait, quand on cherche des informations, forcément il va taper dans des choses qui existent, il va pas forcément les inventer. Maintenant il y a des choses, évidemment il va réfléchir, forcément c'est l'intelligence artificielle, ChatGPT, puis il va essayer de faire de l'analyse prédictive en disant s'il me demande ça, je vais imaginer ça. Par exemple, si on fait un script de prospection, je l'ai fait hier. Ça, c'est l'avenir, c'est pas encore le cas pour ChatGPT. C'est déjà le cas. Oui, c'est en cours. Ok, c'est en cours. Pour moi, c'est, ouais. Ouais, mais tu as raison, c'est une grosse menace, mais aussi une menace pour eux, puisque Google est en train de mettre en place, non, c'est pas ça, parce que l'IA, la propre IA, c'est très vieux, Google. Non, c'est-à-dire que il y a beaucoup actuellement dans mon univers, dans la réalisation de sites internet, qui font juste une demande sur ChatGPT, ils mettent le contenu dans le site et ça marche, et c'est très efficace, ça fonctionne, etc. Sauf que tous ces sites-là vont être blacklistés très vite, puisque parce que Google va identifier, Google, pour lui, c'est un moteur de recherche, faut pas l'oublier. Apporter la meilleure réponse qui soit à l'internaute qui pose la question. Ça, c'est OK.
si ce n'est pas du nouveau contenu, c'est juste du double content, voilà, Oui. voilà, eh bien, Google n'aime pas ça. Ouais. Il préfère avoir des choses qui sont un peu créatifs, un peu différents, etc., pour apporter de bonnes réponses. Donc tous ceux qui sont en train de mettre des sites à qui me mieux en ce moment pour avoir, voilà, proposer des choses fantastiques qui grimpent dans les SEO, je leur promets que tous ces sites-là, très bientôt, il va y avoir un problème. D'accord. Oui, parce qu'en fait, une fois qu'on C'est est logique. blacklisté, ils disparaissent totalement du sujet. Donc voilà, donc il faut faire attention à ça. Ok. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que j'appelle l'excès de supériorité technologique. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas, j'ai des doutes même sur les GAFAM, c'est ce que j'appelle de l'influence invisible. Du lobbyisme. De l'influence invisible. Par exemple, il y en a qui se font de l'argent dans la banque, ou sur 1 million d'euros qui se déplacent, ils prennent 1 centime ou 2 centimes. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont influencer légèrement certaines choses, légèrement. Donc de là à faire influencer un état global sur des prix, sur voilà, c'est très fin et très c'est très insidieux. Ça, c'est une des menaces qui me plaît pas beaucoup. Ouais, je comprends. Et même, je dirais qu'on peut dire tout ce qu'on veut, même s'il y a des États qui, j'ai entendu, c'est un peu le sens de la réunion qui se passe en France avec le RGPD, etc. Contrer ce genre de choses, ce genre de technologie, ce genre de mode de fonctionnement, je vois pas comment. Et ça, c'est dramatique. D'ailleurs, comment Trump a-t-il été élu? On se le demande. Non, mais c'est une conjecture. C'est une conjecture. Alors, j'aimerais revenir, parce que dans mon conducteur, j'ai ça. Tu parlais du cadre légal. Oui. Et effectivement, ce cadre légal, comme l'IA est arrivé rapidement comme un rouleau compresseur en 1 an, il est évident qu'on n'allait pas pondre une loi Oui. en 2 temps 3 mouvements. Ça n'existe Ça pas. n'a pas été anticipé. Non, Ouais. pas du tout. Mm. Mais bon, il y a une cohérence là-dedans. C'est logique. Il faut un peu de temps pour que le pouvoir législatif se retourne. Et donc, ça m'amène à parler du cadre légal et de se poser la question de l'utilisation actuelle. Comment utiliser correctement l'IA pour rester à peu près clean avec l'état de l'art? J'aimerais qu'on s'interroge un petit peu plus sur Midjourney. Donc, on va en discuter un peu avec Isabelle, mais parce que bon, ayant un métier créatif, par essence, je suis moi-même illustrateur et peintre, et je fais de l'illustration aussi bien analogique avec de la peinture avec des pinceaux, que de l'illustration sur ordinateur. Ces images, elles sont postées en ligne, elles existent en ligne, elles sont sur mon compte Instagram, elles sont quelque part. Et Midjourney se nourrit de ça. Et la vraie question très très moche, c'est quand quelqu'un crée une image IA avec une inspiration. On voit tellement des gens qui disent, moi j'ai fait une illustration, inspiration Mobius. Alors c'est pas cool pour Mobius parce qu'en plus Mobius nous a quittés, et le mec se fait piller son style après son décès, c'est dégueulasse. Et comment faire pour utiliser l'IA en sachant que, surtout dans l'image, il n'y a rien pour dire aux gens arrêtez-vous là. C'est absolument, vous ne pouvez pas utiliser l'IA pour vendre votre image. C'est tout simplement du piratage de propriété intellectuelle. Voilà. Et ça, c'est un énorme souci parce que je me rappelle, j'ai une cliente justement qui fait de la peinture et qui travaille dans l'art, et elle m'avait dit j'ai peur de faire un site et j'ai peur d'aller sur Pinterest. Ouais. Oh là là. Ben oui. Parce que j'ai peur de montrer ce que je fais et que les gens me volent tout simplement mon travail. Et plusieurs fois, je l'ai dit, oui, c'est un énorme risque. Les gens après peuvent s'en inspirer, mais ils peuvent aussi très violemment copier votre travail. Ça arrive à tous les artistes, que ce soit dans la musique, que ce soit finalement dans n'importe quel art. Au final, c'est un très gros problème. Et à un moment donné, elle s'est dit, à un moment donné, il faut quand même choix visible. Oui, elle n'a pas le choix. Donc à un moment donné, elle a fait son site, mais j'ai vu que c'était un crève-cœur, quoi. Elle avait vraiment du mal à se lancer. Et derrière, on a eu un autre problème avant le problème d'aujourd'hui, c'est les NFT. Ah là là. Ça, c'est sauf que ça commence finalement à avoir un certain cadre qui devient de plus en plus entendable. Au début, c'était vraiment open bar quand même. Ouais. On parle justement, David Guetta, il a créé une musique grâce à de l'IA. Il a fait un tube que tout le monde a dit, s'il sort ça, c'est un truc de fou. Il ne l'a pas sorti. Parce qu'il s'est dit, Martin Solveig aussi, c'est pareil. Bon, j'aime beaucoup le genre de la musique. Ouais, mais un autre DJ, un fameux DJ. Voilà, un fameux DJ, voilà, l'a aussi fait. Et ils ont pas sorti commercialement ce tube-là parce qu'ils se sont dit,
il a dit à un moment donné, ça va tellement peut-être devenir la norme, peut-être qu'il y aura des dérives, mais c'est pas en danger pour eux parce qu'ils se disent nous on reste des artistes et en fait on reste artisans et à un moment donné l'IA ça va devenir du générique. Et derrière, on va avoir ce côté, on va plutôt aller voir les gens directement pour leur dire fais-moi quelque chose vraiment qui est fait maison, quoi. Et que ça ne devienne pas du générique. Je vais rebondir sur ce que tu disais, donc l'utilisation de l'IA dans son domaine, notamment au niveau de l'image, parce qu'on peut utiliser Midjourney, hein, finalement, il n'y a pas besoin d'être contre Midjourney. Midjourney existe, elle est là. Si on s'en sert pas, on risque de rester sur le bord de la route. Juste, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Par exemple, en amont d'un projet, si on a besoin de constituer une base de données, qu'est-ce qu'on fait normalement? On ouvre ses bouquins, on fait des recherches, on grappille des images à droite à gauche, on se constitue un mood board ou une banque de données d'images qui nous servira de référence ou d'inspiration. Utilisons Midjourney pour faire ce travail, en sachant que ce n'est que de l'avant-projet et que ça ne nous sert que de référence. Ces images ne doivent en aucun cas être le produit final. Voilà. Déjà parce que plusieurs choses. Donc la première, on parlait de droit d'auteur, de propriété intellectuelle. On est d'accord que ça c'est no-go. En tant qu'artiste, pour moi, c'est no-go. Il n'y a pas moyen de Il n'y a pas moyen. Enfin, moi personnellement, j'ai un gros blocage et on est beaucoup d'ailleurs. Je pense à Enrico Marini, fameux dessinateur de bande dessinée, Rapace, les aigles de Rome et Scorpion. Oui, l'IA, faut surtout pas lui en parler. Déjà, lui, toucher un ordinateur, jamais de la vie. Il fait tout à la main. Mais il déteste ça. Et je peux complètement le comprendre. Et lui, il ne fera jamais d'IA parce que c'est viscéral. Par contre, si on a besoin de se constituer une base de données, c'est vachement intéressant. Il ne faut pas oublier surtout que l'IA, elle ne sait pas dessiner. Mais pas du tout. Vous avez déjà vu, même d'ailleurs, pas forcément des dessins, mais aussi des photographies. Les mains sinois, les pieds qui partent en cacahuète, la fameuse image du pape qui se marie quand on regarde les gens qui sont derrière. Déjà, il regarde pas le pape et sa femme, il regarde derrière le pape. Donc, il y a un gros problème dans l'image. Et quand vous les regardez, je suis désolé, mais ils ont tous l'air déformés. Enfin, c'est pas bien. L'image n'a aucune notion d'anatomie et fait des trucs horribles. Donc, attention, parce que je temporiserai quand même. Parce que ça avance de plus en plus. C'est le début. Parce que là, tout le monde l'utilise. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que tout le monde l'utilise pour que les IA actuellement, ChatGPT, Midjourney, etc., apprennent aussi par rapport aux questions qu'ils posent, de proposer des choses. Donc non, attention. C'est que là, c'est un univers qui grandit. C'est un univers qui grandit. Moi, j'utilise l'IA beaucoup, mais toutefois, par exemple, le rédactionnel, c'est GPT, c'est le plus simple, je dirais. Oui. Toutefois, quand je l'utilise, moi, l'objectif, c'est justement de devenir plus performant, plus créatif. Mais ça, donc ça, je l'utilise comme un outil et non pas comme une production. C'est-à-dire que quand je l'utilise, je fais d'abord mon rédactionnel à moi. Voilà. Et je soumets à ChatGPT, par exemple. Déjà, première chose, est-ce que ce que j'ai écrit est compréhensible? Est-ce qu'on utilise le même prisme de vérité? Quelquefois, je hurle de rire quand je propose, c'est ça qui me répond. Je dis, c'est surprenant. Et voilà. Oui. Et aussi, quelquefois, il y a des variables inconnues qui sortent, des idées. Et ça, j'ai dit, tiens, je vais l'utiliser comme ci, comme ça, mais toutefois, la base de mon rédactionnel reste à 80% mon rédactionnel. Voilà, c'est que là, je l'utilise vraiment comme un outil, comme des gens qui utilisent, je sais pas moi, une tablette pour pouvoir travailler, ça aide, ça comment dirais-je, encore une fois, j'insiste, ça reste un outil. Pour le Midjourney, je peux l'utiliser pour faire un visuel. Toutefois, le temps de sortir un visuel sur Midjourney, c'est quand même assez long, parce que je lui propose quelque chose, il y a des choses qui ressortent, c'est épouvantable, etc. Je voulais une fois avoir qui me recrée le comment dirais-je, le bateau de Surcouf, qui s'appelait le renard, parce que mon cible c'est renard. Et quand j'ai vu, c'était un bateau avec une tête de renard qui sortait devant. C'était une c'est original. Alors, je peux l'utiliser parce que il est compliqué quelquefois quand je suis en conférence. Quand le matin, jeudi matin, je suis dans un autre univers où je vais expliquer certaines choses. Et bien, Midjourney, je l'utilise pour tel sujet, voilà, j'essaie d'expliquer. Par exemple, c'était l'importance, en fait, d'avoir un site bien construit. S'il est mal construit, voilà ce que ça donne. Et on voyait une entreprise accrochée à un poteau avec plein de câbles qui partaient dans tous les sens. Ça, c'est quelque chose de mal construit. Vous voyez, ça peut expliquer. Mais aussi,
pour les photographes, ça peut donner des maquettes. Oui. Parce que faire une maquette sur des sujets très précis, Oui. c'est loin de trouver une. C'est Mm. très difficile c'est de clair, trouver une oui. photo, C'est vrai que même parfois, on n'a Adobe, pas etc., assez qui on n'a colle pas assez de parfaitement au Parfois, discours que je veux oui, oui. tenir. Eh bien, voilà, pour projeter le client, je fais une maquette. Voilà ce que ça pourrait donner à quelque chose près. Et là, c'est intéressant. Ça reste un outil encore. C'est quand même plus rapide, effectivement, que de faire des refs, hein, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire des dessins. Ah oui, des bah oui, mais croquis. c'est pas facile. Et tous les photographes ne dessinent pas non plus. C'est loin d'être facile. Et la notion de ref, Ouais. c'est des notions qui datent Qui de date d'il y a à très peu vieux. près, longtemps. trois bonnes Oui. décennies, Oui. 4. Le disque dur, 4. le disque dur faisait 75 kilos et il y avait 250 000 là-dessus. C'était à On est l'ancienne. d'accord. C'était à l'ancienne, mais bon, On est mine de rien, ayant fait, je l'ai fait parce que je l'ai fait ça avant moi Midjourney aujourd'hui. J'avais un client pour qui je vais faire un reportage photo. Je suis allé chez lui et avant d'arriver chez lui, j'avais fait des petites vignettes, des trucs pas plus gros que ça, hein, des croquis, storyboards, quoi. quelque part des storyboards. Voilà, donc je voudrais faire cette photo-là, on mettra sur telle page. J'avais fait aussi sur site internet, donc telle photo là sur telle page, tel truc sur telle page, tel machin. Et j'avais montré les photos que je voulais faire en amont avec lui. Il a tout de suite vu ce que je voulais dire. Et donc on a fait très rapidement les photos. On est d'accord que sur l'amont, faire tous les croquis, on va pas réussir tout de suite le bon croquis, ça prend du temps. Avec ChatGPT, et Midjourney, on a un bon prompt, on sait exactement ce qu'on veut dire ou ce qu'on veut obtenir, et c'est facile à rentrer. Et je vais rebondir là-dessus aussi en citant alors, un peintre dont je ne me rappelle plus le nom et que je mettrai en sous-titre à ce moment-là, qui disait « Si je peux verbaliser ce que je vais peindre, c'est que je n'ai pas besoin de le peindre. » Pas mal. Et j'ai essayé, en m'appuyant là-dessus, je me suis dit, et si j'essayais de demander, enfin, si je demandais à Midjourney quelque chose que j'imagine, pour voir ce que j'ai en tête, il me le fait. Et très clairement, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi du tout. C'est-à-dire, ce que j'imagine est encore inconcevable pour l'IA. Ce qui est bien. Oui, c'est rassurant. On a quand même intérêt en tant qu'humain, hein, sinon ce sera un peu Je pense qu'on a quand même encore cette force-là d'imagination par rapport à on va essayer de faire un peu de prospective. Aujourd'hui, donc l'IA, c'est tout neuf et c'est tout frais, on va dire, dans l'espace grand public, parce que ça existe déjà depuis très longtemps. Et quelque part, on sait que l'IA va drôlement évoluer, très fort. On en est qu'au début, qu'il faut lui mettre un cadre légal pour que cela puisse être utilisé dans de bonnes conditions par absolument tout le monde et protéger autant d'emplois que possible. Oui. En revanche, de manière générale, ce qu'on a compris, c'est que ça va modifier très grandement tout ce que l'on connaît, tout ce que l'on sait. De travailler. Et notre façon de travailler. De rechercher aussi. Voilà, donc l'IA... De réfléchir. En fait, l'objectif, si on l'utilise pour accompagner l'humain, c'est quelque chose de très puissant. Là, on va devenir de bien plus créatif, bien plus avec des productions dites bien plus intelligentes. Parce que je dirais qu'à la rigueur, actuellement, le travers de l'informatique à outrance fait que les gens ont cette sensation il n'est plus nécessaire d'accumuler du savoir. Parce que, voilà, j'ai juste à poser la question à Google. Or, et c'est ça qui est dramatique, c'est que les gens, pour se structurer, il faut quand même apprendre à se structurer, à comprendre, en fait, à analyser, à aller chercher les données, etc. Si on donne ça à la machine, on devient quelque part stupide. Actuellement, en restant soft, actuellement, effectivement, il y a une telle outrance de cette mode de fonctionnement où je m'appuie complètement sur l'outil, c'est qu'effectivement, l'intelligence collective pratiquement a disparu. Enfin, ça devient très compliqué. Voilà, j'ai quelqu'un qui s'extasiait l'autre jour sur LinkedIn, à qui j'ai répondu assez sèchement, mais il me disait c'est extraordinaire parce que maintenant, sans avoir la moindre compétence dans l'art, par exemple, je peux générer une image qui est définitive. Et j'ai regardé son truc, j'ai souligné tous les points qu'elle n'est pas, et je lui ai dit, je suis désolé, mais pour l'instant, très clairement, l'IA ne reste qu'un outil, et elle génère beaucoup trop d'erreurs. Actuellement, les gens, ça passe un peu au travers parce qu'ils s'extasient devant le résultat qui fait bien, mais qui n'est pas bon. Parce que vous confiez cette image. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas éduqués à ce genre de culture. Mais on sous-estime, je pense aussi beaucoup l'intelligence. C'est l'éducation, il faut éduquer avoir du recul aussi sur plein de choses. Mais on sous-estime l'intelligence des gens, de plus en plus, ils verront, les gens, ces scories-là. Et à un moment donné, on est quand même tous des experts dans une seule chose, quand il s'agit surtout de la figure humaine. On se regarde tous les jours au miroir, on voit tous les jours des gens se balader dans la rue, on sait comment c'est fait un être humain. Donc quand l'IA nous pond un être humain
dis donc, ton épaule est un peu basse, ton coude il est un peu long, il est où ton genou? Il est devant ou il est derrière? Enfin, non mais de plus en plus. Et je pense qu'on peut sincèrement se reposer sur l'intelligence des gens pour se dire, ouais, mais ça c'est de l'IA. Bah après, c'est ce que je dis, c'est dans le générique. Pas tout de suite, mais à un moment donné, première chose, et secondo, ne pas oublier que l'IA auquel on a accès, par exemple ChatGPT, c'est un volume une base de données locale. Ouais. Que voilà, qui s'arrête en 2021, ces données-là, et il s'appuie là-dessus pour produire en fait et répondre à des questions qu'on lui pose, tout simplement. Maintenant, mais je pense pas qu'on ait accès comme ça. L'intelligence artificielle de Google, qui, avec l'intelligence artificielle, la volonté, c'est d'éradiquer la mort. Quand même, c'est quand même quelque chose. Voilà, on va Google a des ambitions. Non, mais voilà. Et par contre, si on utilisait cet outil-là pour produire un humain, peut-être que ce serait extrêmement bluffant et terrifiant d'ailleurs. Donc voilà, il faut. Ça dépend du niveau de l'outil que l'on va utiliser. Soit on a un GIMP. Pour ceux qui sont dans l'image, soit tu utilises le GIMP en RVB et tu peux faire des choses, soit tu utilises Adobe Photoshop, mais qui a une puissance largement supérieure. Tu peux faire encore beaucoup plus de choses derrière. Voilà. Oui, non, mais je vais venir là-dessus parce que pour moi, derrière, le côté, on va dire, qui est assez étonnant, parce que je vois beaucoup de jeunes et en étant aussi en intervention dans des instituts informatiques et de commerce, qui sont quand même dans une formation de master. Donc tu t'attends à certains... Voilà, tu t'es assez étonné quand même de voir leur culture dans la manière de rechercher l'information. Et aujourd'hui, j'ai vu des gens, c'est comme s'ils découvraient aujourd'hui comment chercher grâce à ChatGPT. C'est-à-dire qu'ils cherchent tellement mal l'info sur Bing, sur Google, qu'aujourd'hui, bizarrement, c'est comme s'ils découvrent vraiment comment on cherche. Et ça, j'ai dit, c'est dingue, quoi. C'est genre Google, ça existe depuis quand même un certain temps, qu'on utilise Safari ou Bing, peu importe le moteur de recherche. Mais c'est quand même dingue que là, ils réfléchissent bien pour chercher. Des fois, ils écrivaient n'importe quoi sur Google. J'ai dit, tu penses vraiment que tu vas trouver quelque chose, même sur la première page de Google avec ce que tu as écrit? Bah ouais, enfin, c'est bon, quoi. Ils écrivaient aucune sémantique, même des fautes de frappe, ils disaient c'est pas grave, il va corriger. C'était lamentable, quoi. Et là, maintenant, ils sont en train de réfléchir en disant comment est-ce que je vais pouvoir faire mon exposé et ma soutenance pour demain, Ah, là, tu réfléchis bien, quoi. Et ça, non, mais c'est assez extraordinaire, quoi. Je dis, pourquoi tu faisais pas avant? Tu pouvais avoir des infos aussi, hein. Et c'est vrai que les travaux datent d'un certain temps, c'est depuis 2015 qu'ils travaillent dessus. On n'en parle que depuis 2022, vraiment, réellement, mais depuis 2015, ils travaillent vraiment sur ChatGPT avec OpenAI. Et il y a plein de choses pour moi qu'ils ont pas tout dit. Pour moi, ils ont plein de choses encore qui vont arriver. Ça va faire un gros fracas. Donc moi, je m'attends un peu à plein de choses qui vont arriver. Mais l'avantage, moi, je trouve là-dedans, c'est qu'à un moment donné, quand on a un certain recul de l'expérience, par exemple dans le domaine de Yannick, dans ton expérience ou celle d'Isabelle, c'est que on a un avantage certain pour pouvoir facilement dire ah là c'est bien, c'est pas bien. Mais quand c'est des jeunes qui à un moment donné n'ont pas ce prisme-là pour se dire je vais voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, ils vont tous se dire ça c'est la vérité pure. Voilà. Et c'est ça qui est dérangeant, c'est qu'ils vont pas réfléchir en disant peut-être c'est fake, etc. Ils vont dire non mais tout le monde l'utilise, c'est machin, c'est bien, je vais prendre. Et c'est là où je pense qu'il faut sensibiliser rapidement. C'est que les gens tombent pas dans le panneau de se dire waouh tout ce qui sort chez GPT c'est vrai. C'est pas pour rien que ChatGPT va sortir, c'est qu'à un moment donné, il faut citer les sources, il faut expliquer les choses. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Et contrairement à ce qu'on pense, oui, ça va enlever certaines activités, tâches dans un emploi, mais pour moi, ça va pas tuer les emplois. Parce que ça par contre, ça me pèse. Quand j'entends, non, mais ça va arriver. Mais je dis, mais attends, il y a eu combien de crises? À chaque fois, ça donnait combien d'opportunités? On le sait depuis la nuit des temps. Voilà. Donc aujourd'hui. Une évolution Mais c'est ça. Comme Photoshop en son temps, tout le monde a dit, tout le monde veut faire de l'image. Ça veut dire que non. On a dit stop. Faut l'utiliser quand même. Voilà. Toutefois, sans culture, ça sert à rien. Il faut pas minimiser quand même cette menace. Non. Effectivement, les pertes d'emploi, dans quel volume? On ne sait pas. Comment ça va évoluer? On verra. On constatera. Pour moi, ça rend les gens plus intelligents. Il y a des tâches, où il y a des tâches qui sont. On se rejoint là-dessus. Voilà, ça rend les gens plus intelligents. C'est-à-dire, peut-être ta vie, tu pensais être fonctionnaire et faire tout le temps la même chose, mais si à un moment donné tu te rends que c'est répétitif, parce qu'à un moment donné tu dois appuyer toujours sur entrée pour faire quelque chose, excuse-moi, on va te libérer d'un poids et tu vas pouvoir te former pour faire quelque chose qui était plus plaisant et qui va peut-être donner un meilleur salaire, qui va peut-être faut penser différemment. Oui. Mais les gens qui sont bornés, qui se disent oh mon Dieu, ChatGPT va tuer mon emploi, ça me pèse. En menace, par contre, qui peut être extrêmement destructrice. Imaginez par exemple que les données fournies par ChatGPT soient fournies en 1940 par les nazis.
la production, en fait, voilà, il faut faire attention quand même à certaines choses. Oui, non, mais c'est pour ça que tous les scénarios donc ça sont peut être encore, franchement, Oui. donc ça veut dire des réponses inadéquates. Ou enfin, voilà. Il faut toujours un... Par contre, en opportunité, il y a deux opportunités que je trouve fantastiques. Première, c'est de toute façon, cet outil vient à point nommé. Quand on sait que la semaine dernière, le Sénat a précisé qu'en 2100, nous n'attendrons pas les 1,5 degrés de l'évolution environnementale. Voilà. Par rapport au GIEC, crise environnementale. Exactement. Qui déjà était complexe à 1,5. C'était, voilà, c'est ça qu'il faut. Non, le Sénat a dit, on va vers les 4 degrés, à minima. À minima. Donc, ce qui veut dire que les sécheresses, etc., c'est multiplié par 4. Avec tout ce qu'on connaît actuellement dans le sud, des réunions avec des maires, etc., qui sont catastrophés. Ils sont catastrophés de la situation. Bah oui, mais les 1,5 degrés, c'est en 2030, donc déjà, voilà, c'était l'objectif de 2100. Les 2 degrés, ça va venir beaucoup plus vite que prévu. Donc, l'IA, je trouve que là, pour le coup, devrait nous aider. Ce sera un outil qui sera totalement intéressant pour comprendre en fait de nouvelles productions d'énergie synthétique, comment il pourra rassembler vraiment une base d'informations. Il pourra réfléchir plus vite. Voilà. Comment travailler sur l'éradication des microplastiques, qui est c'est une plaie. Comment, enfin bref, il y a plein de choses que si l'humain va utiliser l'outil, l'intelligence artificielle qui a été créée par l'humain quelque part aussi, il faut pas l'oublier, eh bien de trouver des solutions que pour l'instant on est un peu court. Mais je trouve une autre chose très intéressante, bien plus intéressante en fait. Et c'est pour ça qu'on disait que ça rend intelligent l'humain. C'est la première fois où les gens se disent stop, on se pose, il y a un truc qu'on a trouvé là, il faut se poser. C'est vrai. Et voilà. C'est vrai. On s'est pas posé la question quand quelqu'un a trouvé le moteur à explosion. Si quelqu'un a dit en 1840, quelqu'un a dit oh là là, le prochain millénaire sera compliqué parce que c'est bien votre truc, mais les gaz à effet de serre, vous connaissez, et tout le monde s'en. Il y a eu un scientifique, il y en a eu un qui avait dit ça. Et c'est celui qui avait créé, c'est Fournier. Je crois que c'est Fournier. Ouais, je crois que c'est Fournier, il me semble. Enfin, Fournier ou Cugnot, je sais plus, mais oui, effectivement, ça a été dit. Quand on a créé l'amiante, on s'est pas posé la question derrière. Bah tiens, on va mettre de l'amiante et puis on y va quoi. Quand on crée des bateaux à usine pour aller pêcher, etc. Personne se pose la question. On est en train de détruire absolument notre environnement, mais tout le monde s'en moque. Et là, tout d'un coup, l'humanité est d'accord pour dire oh là, on a fait un truc là, c'est peut-être bien plus puissant que le nucléaire. Oui. C'est bien plus puissant que le nucléaire. Par des aspects, oui. Oui. Si on l'utilisait, alors il faut se poser, regarder un peu ce qui peut se faire. Il faut se méfier parce que bien sûr, il y aura des grosses menaces avec un outil si puissant, mais c'est quand même intéressant de se dire que tout d'un coup, il y a une intelligence collective qui ressort et avec un objectif, bah tiens, avec cet outil-là, on va peut-être protéger le vivant. Et si on protège le vivant, on va protéger l'humanité. Voilà. Ce sera probablement le meilleur mot de la fin qu'on puisse avoir, puisque on a bien compris que l'IA n'est qu'un outil, à notre disposition. Et pour la première fois, probablement de mémoire d'homme et dans l'humanité, c'est effectivement, comme tu dis, un progrès technologique qui fait tellement peur, puissant. Qui est tellement puissant, on s'est tous dit, il fallait absolument se poser, et c'est probablement ce dont on a le plus besoin. Et de là naîtront les opportunités et véritablement le recul dont on a besoin pour isoler les dangers et les circonscrire. Merci beaucoup, merci à tous. C'était les rendez-vous économiques et le café débat sur l'IA. Bravo. Ça va, j'ai bien fait la potiche. Non, t'as eu faim. Non.